Charlotte Dornelas, avec Mathieu, nous avons parlé des peines prononcées contre les identitaires, mais vous remarquez une différence de traitement dans les premières manifestations qui ont émaillé la soirée de samedi à Romans-sur-Isère. Alors on est dans l'affaire Crépol. Alors, c'est vrai que de manière générale, dans cette affaire, il y a des différences de traitement qui sont classables, on va dire. Alors, c'est vrai que je vais, compléter ce qu'ont dit Mathieu et Gabriel d'ailleurs. Mais la première question, c'est la différence de traitement politique, ou en tout cas en fonction de l'étiquette politique qu'ont ou que l'on colle sur les personnes que l'on a en face de nous. Vous savez, dans l'exercice de la justice de manière générale, et donc dans le traitement qui en est fait, où nous n'avons qu'une règle en permanence qui est évoquée sans cesse, c'est la question de l'individualisation qui se fait normalement en fonction de la personne au moment de rendre justice. Et dans cette affaire de Romans-sur-Isère, là je parle de la manifestation de samedi à dimanche dernier, tout est à front renversé. D'abord, depuis ce moment-là, on a une menace, l'ultra-droite donc, qui est identifiée et dénoncée, et il est obligatoire de la dénoncer du matin au soir sans que le mot récupération n'ait été prononcé. Il convient quand même de le noter. Donc, en effet, se saisir d'un fait et l'analyser politiquement, apparemment, c'est permis de temps en temps. Bon. Ensuite, on a une justice rapide et ferme, avec ce qu'expliquait Gabriel d'ailleurs, comparution immédiate, prison ferme, mandat de dépôt sur des peines courtes, jugées courtes, en l'occurrence moins d'1 an, tout ce qui est d'habitude contesté par des journalistes, des hommes politiques et même des magistrats, parce qu'on avait vu le syndicat de la magistrature s'y opposer au moment des émeutes, pas n'importe quand, pas en général, au moment des émeutes. Nous voyons objectivement des peines qui ont été prononcées, et là j'aimerais que tout le monde fasse l'effort de ne pas s'intéresser au profil des personnes, mais aux actes qui ont été posés. Nous voyons objectivement des peines qui sont prévues par le Code pénal, mais qui ne sont jamais prononcées aujourd'hui dans les mêmes circonstances et pour les mêmes faits, en tout cas extrêmement rarement. Je vais donner un seul exemple. On a vu aujourd'hui la réquisition, même pas la peine, la réquisition pour les organisateurs de la manifestation de Sainte-Soline, 10 à 12 mois avec sursis pour la manifestation qui était objectivement infiniment plus violente dans les faits que ce que nous avons vu ce week-end. Alors c'est à la fois une volonté très claire politiquement et dans la manière de rendre la justice, une volonté de dissuasion et de protection, et surtout une volonté précisément de casser dans l'œuf un possible sentiment d'impunité de ces personnes qui ont défilé dans les rues. Donc, on a compris finalement, là, dans les circonstances, on a voulu, plus exactement, politiquement, en ayant identifié une menace dont on se saisit toute la journée, on a voulu expliquer que si la justice passe extrêmement rapidement, extrêmement fermement, on allait casser l'impunité des personnes que l'on ne veut pas revoir dans la rue. Et ça permet quoi ? Qu'il n'y ait pas d'autodéfense, puisque si la justice est passée... Mais alors, d'habitude, on a une justice plus clémente. Et l'autodéfense est condamnée. Cette fois-ci, on a une justice extrêmement ferme qui permettrait de mieux condamner l'autodéfense, et elle ne l'est pas. Voire même, elle est encouragée. Donc, tout est à front renversé par rapport au discours habituel, simplement en fonction du profil politique. Je répète, pas des actes qui ont été posés, du profil politique des personnes que nous avons en face de nous. Et dans les notes de police qui ont été révélées par Le Monde, alors Le Monde a fait correctement son travail, mais article qui a été peu repris, j'ai vérifié jusqu'à faire cette émission, qui a été peu repris et que citait Gabriel. Je vais m'attarder simplement, je vous cite 2 choses. La participation dans ces affrontements de 2 camps. Vous avez entendu parler des deuxièmes ? Nulle part. On nous dit le plus gros des troubles dans la Cité de la Monnaie, le premier soir, le plus gros des troubles cesse aux alentours de 18h20. Donc quand les militants d'ultra-droite, les fameux, arrivent, cesse aux alentours de 18h20. D'accord ? Parce que la police, renseignée par les renseignements, bloque tout le monde avant l'arrivée dans la Cité. 1 heure plus tard, des jeunes habitants de la Monnaie déclenchent des incendies de véhicules et édifient des barricades. J'en ai pas entendu parler, moi, personnellement. Le lendemain, rassemblement à Romans-sur-Isère, cette fois-ci. Donc, les mêmes militants ou d'autres, peu importe, classés à l'ultra-droite, se rassemblent à Romans-sur-Isère. Et là, ils sont dispersés, je cite Le Monde, et les notes de police, dispersés sans incident avant la première sommation. Et dans le même temps, je cite encore, dans le quartier de la Monnaie, plusieurs dizaines d'habitants avisés de ce nouveau rassemblement s'apprêtent à en découdre. Ils sont, eux,
encerclés, on va dire, dans le quartier lui-même, parce que là, le maintien de l'ordre se fait en fonction des territoires, hein, c'est objectivement ce qui est en train de se passer. Et il se fait là, il y en a certains qui réussissent à s'échapper, il y a 3 interpellations dans une voiture de gens armés et cagoulés qui arrivent de la Cité de la Monnaie, et certains qui se dispersent simplement quand arrivent les voitures de police. Et je cite la note de la police, la petite centaine d'individus qui pourrissent au quotidien la vie du quartier et qui se montrent extrêmement violents. Je répète, qui pourrissent au quotidien la vie du quartier. Vous avez entendu parler d'eux au quotidien? Personne n'a entendu parler d'eux. C'était la même, la même intention, si on peut dire. Des armes ont été retrouvées dans leur voiture, des cagoules, mais personne n'en a parlé et personne ne se préoccupe des peines que les 3 interpellés seulement ont pris. La deuxième chose, c'est le lynchage dont nous parlait Gabriel. En effet, l'autodéfense est en permanence condamnée indépendamment des actes qui sont posés, là, en l'occurrence. On se souvient de ce père de famille qui avait tabassé l'homme qu'il soupçonnait d'avoir touché sa fille. Vous vous souvenez de cette histoire-là? On en avait beaucoup parlé. J'imagine que les gens qui condamnaient l'autodéfense à l'époque ne justifiaient pas l'attouchement possible sur une petite fille. Donc, ils se détachaient des actes qui étaient posés pour condamner l'autodéfense. Ben là, c'est silence total. On a un homme qui a été retrouvé ensanglanté sur le trottoir par des policiers qui ont fini par venir le chercher, qui est, je cite, grièvement blessé. Mais là, ça n'intéresse personne. Et même certains expliquent qu'il ne faut surtout pas en parler parce que c'est faire le jeu de je ne sais pas qui. Donc, imaginez seulement 5 secondes que dans n'importe quelle autre manifestation sauvage, émeute pendant le mois de juillet, on ait trouvé des gens en train d'en choper un qui est dans sa voiture à ce moment-là, parce qu'il n'était même pas dans la manifestation, qui est dans sa voiture, qu'on le chope, qu'on le tabasse, qu'on le mette nu et qu'on le jette ensanglanté sur le trottoir, ça aurait fait un paragraphe dans un papier repris par personne? Je laisse les gens répondre à cette question. Cette différence de traitement, Charlotte Dornelas, vous a frappé dans le traitement général de ce drame de Crépol. C'est pourquoi vous parlez justement de renversement. Oui, parce que la deuxième différence de traitement, elle est vis-à-vis des victimes. Là, c'est pareil, on en a beaucoup parlé. Gabriel aussi l'a évoqué. La prudence, je vais être gentille, la prudence dans la lecture de cette affaire pourrait être compréhensible si elle était systématique. Parce que les journalistes, aujourd'hui, certains journalistes évoquent une soirée compliquée à raconter, des contradictions, des informations qu'ils n'ont pas pu vérifier. Alors moi, je pose la question aux confrères qui m'expliquent ça. Est-ce qu'ils ont été vérifiés l'empoisonnement du verre de cette députée qui accuse un sénateur ? Ou d'un sénateur, d'une sénatrice, je ne sais plus, mais vous voyez cette histoire, lui était sénateur, ça c'est sûr. Est-ce qu'ils ont été vérifiés ? Et elle était députée, bon, tout était bon. Est-ce qu'ils ont été vérifiés tous les dessous des affaires judiciaires qu'ils révèlent en permanence? Est-ce qu'ils étaient présents lors du contrôle aux faciès dont ils nous parlent quotidiennement? Est-ce qu'ils étaient présents dans la pièce où a eu lieu le viol dont ils se font l'écho? Jamais. Jamais ils n'ont pu être là. Ils se font pourtant l'écho parce que, en fonction de ce que racontent d'abord les victimes, et ensuite avec le processus judiciaire, en équilibrant avec ce que disent potentiellement les mises en cause. Là, il y a clairement il n'y a pas d'attente, il y a une volonté de prudence qui n'existe sur rien pour ne pas citer les victimes. Et la deuxième chose, c'est que même quand la justice parle, par le biais du procureur, il trie les informations rendues par le procureur. Donc oui, il y a une différence évidente dans le traitement des victimes, et même le ministre de la Justice, hier dans l'Assemblée nationale, qui se comporte en l'occurrence non pas comme un ministre de la Justice, ni comme un membre du gouvernement, mais comme un avocat de la défense, très clairement, qui nous explique que même l'idée même de l'existence de ce racisme anti-blanc n'existe pas. Donc il balaye lui-même d'un revers de main la possibilité de cette existence-là. Donc oui, il y a une différence de... Éric Dupond-Moretti, le grand antiraciste de toujours. Hein. Donc oui, évidemment, il y a une différence de traitement jusque sur les victimes dans cette affaire de Crépol. Mais Éric Dupond-Moretti, comme le reste du gouvernement d'ailleurs, s'inquiète d'un discours qui créerait deux France. Est-ce qu'ils n'ont pas raison? Ils ont raison de s'inquiéter de la création, on va dire, de deux camps au sein d'une même France qui pourrait se faire la guerre. Mais ce que l'on voit derrière ça, c'est la différence de traitement des délinquants en fonction qu'ils sont issus ou non de l'immigration. C'est ça le seul sujet de contorsion de toutes ces personnes-là depuis quelques jours. Pourquoi ? On l'a vu, on va prendre les déclarations récentes. Il était absolument indécent, il n'était pas possible, et d'ailleurs je note qu'il n'y a eu aucune confirmation officielle, de donner les prénoms des agresseurs à Crépol.
Il n'était pas possible de le faire. Mais quand Gérald Darmanin vient nous parler de l'ultra-droite et qu'il nous dit qu'il utilise là cette fois-ci les mots noirs et arabes, il ne nous dit pas cette fois-ci, comme il a dit à Crépol, nous avons que des citoyens français. Il utilise ces mots-là. Éric Dupond-Moretti, quand il vient parler, il s'adresse au Rassemblement national et il dit la France des Mohamed, Mouloud et Rachid. Donc quand on évoque la délinquance, même au sein de l'Assemblée nationale, les seuls prénoms autorisés, c'est Kevin et Mathéo. En revanche, quand on parle des gloires de la France, des victoires de la France aujourd'hui, de la discrimination positive, ou lorsqu'on parle des victimes, on retrouve l'usage des prénoms, on retrouve l'usage de la minorité visible et on arrive à le dire enfin. C'est un traitement une différence de traitement, injustifiable. Je dis simplement une chose, c'est que ces jeunes des cités qui sont impliqués dans la délinquance. On ne peut pas à la fois dire « oui, mais c'est normal, il y a une surcriminalité dans ces quartiers parce qu'on a parqué tous les gens qui arrivaient des vagues d'immigration » et donc reconnaître que ces quartiers sont essentiellement peuplés de gens issus de l'immigration et ils sont plus criminogènes et ne pas reconnaître par ailleurs qu'il y a une surimplication. Mais quand ces petits Français issus de l'immigration ne sont pas traités comme les autres Français dans la délinquance ou pas, c'est vous qui vous rendez coupable d'avoir créé de France, en ne voyant jamais la possibilité de voir la réalité. Donc ils sont à la fois coupables et ils reprochent désormais aux gens qui voient ce qu'ils voient et ce qu'il est impossible de ne pas voir, d'être eux-mêmes coupables d'avoir créé ces deux France-là.